Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence du Centre d'études de la forêt. Alors, aujourd'hui, on va vous offrir un programme un peu différent de ce qu'on fait normalement, parce qu'on va parler de science, mais sous l'œil d'un invité qui est journaliste de profession. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Marc Fleury, qui est professeur invité au département d'information et de communication de l'Université Laval. M. Fleury a commencé sa carrière de journaliste scientifique à Québec au quotidien Le Soleil, que vous connaissez tous, j'imagine, et par la suite au magazine Québec Science, que vous connaissez aussi fort probablement. Il a ensuite travaillé pendant une trentaine d'années en communication, et ce, au Centre de recherche pour le développement international à Ottawa. Et après quoi, il est devenu directeur de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques. Alors, j'ai appris, en lisant votre courte notice biographique, l'existence de cette fédération que j'ignorais. Et il est désormais titulaire de la chaire Bell Globe Média en journalisme scientifique. Ça, je savais par contre qu'elle existait. Et entre autres, M. Fleury a collaboré, en fait, à monter le microprogramme de deuxième cycle en communication et journalisme scientifique qui a été lancé en septembre dernier ici à l'université. Alors, il va nous entretenir de la communication avec les médias et de nos désirs plus ou moins avoués et peut-être, j'imagine, de certaines pratiques et mises en garde à l'usage des chercheurs. Alors, sans plus tarder, M. Fleury, je vous laisse la parole. Merci, M. Bernier. Oui, je vais vous parler de comment vous pouvez réaliser vos désirs. On va essayer d'aller plus loin que tout simplement comment parler aux journalistes. Donc, Donc, je vais vous parler de stratégie de communication aussi. Ma présentation est en 4 parties. D'abord, l'essentiel de c'est quoi une stratégie de communication. Et ensuite, un avertissement quand vous allez parler aux médias, vous entrez dans un environnement qui n'est pas familier, vous êtes perçu d'une certaine façon, il faut en tenir compte. Comment vous préparer si vous êtes sur le point de rencontrer un journaliste, puis ensuite, comment gérer l'interview. Donc, dans les incontournables de la communication, il y a le pourquoi. Pourquoi vous voulez parler aux journalistes? Souvent, quand je travaille avec des scientifiques, ils veulent faire un événement, ils veulent faire un communiqué, mais ils n'ont pas vraiment réfléchi pourquoi ils veulent le faire. C'est quoi leur objectif ultime? Et c'est quoi le message? Qu'est-ce que les gens vont retenir? Puis votre public cible et pourquoi vous faites ça? Moi, je vais vous inviter aujourd'hui à avoir un objectif très précis, mesurable. Donc, ce n'est pas tout simplement parler, pour être dans le journal. C'est pour accomplir quelque chose, changer le monde. Donc, ici, à l'université, il y a beaucoup de jeunes comme vous, en tout cas certains d'entre vous, qui apprennent beaucoup de choses à l'université et qui rêvent de les partager. Et c'est louable. Et ça peut être ce que vous avez appris, ici, sur comment bien gérer la forêt. Et ça peut aussi aller plus loin, parce que vous avez peut-être un objectif comme améliorer l'environnement, sauver votre profession. Les gens de chimie, par exemple, depuis plusieurs années, ils invitent régulièrement des gens comme moi, parce qu'ils étaient vraiment inquiets que plus aucun jeune ne veuille devenir chimiste à cause de l'image de la chimie. Un produit chimique qui est devenu synonyme de poison. Et donc, ça remonte les inscriptions maintenant en chimie, d'après ce qu'on me dit. Mais vous pouvez peut-être vouloir aussi, vous en particulier, vouloir modifier des politiques. Et ça peut être un objectif louable et il faut en tenir compte. Donc, c'est pas tout simplement, encore une fois, de rencontrer un journaliste pour lui parler, pour être dans le journal.
Donc, les communications, quand on communique, on a besoin d'un but. Vous devez réfléchir à votre but. Et qui vous voulez rejoindre, qui vous voulez influencer, parce que finalement, au début, la première fois que j'ai été exposé à ce concept-là, que le but des communications, c'était de modifier les comportements, ça m'a choqué. Je trouvais que c'était pas correct. Mais finalement, dans le fond, c'est ce qu'on veut. Vous voulez que quelqu'un change sa façon de percevoir quelque chose. Vous voulez que quelqu'un modifie une politique, prenne une décision. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui va devoir modifier son comportement. Donc, moi, je vous invite à réfléchir profondément à pourquoi vous voulez rencontrer les médias, pourquoi vous voulez interagir avec le monde des médias, pourquoi vous voulez rencontrer un journaliste. Peut-être vous vous en rendez pas compte, peut-être que c'est un peu inconscient, mais quelque part, vous êtes peut-être donné un objectif très ambitieux et ça vaut la peine d'en tenir compte, de l'assumer et de ne pas avoir peur de vouloir changer les choses et de s'inscrire dans quelque chose d'important. Maintenant, la deuxième partie de la présentation, c'est l'environnement. Comment les journalistes vous perçoivent. Donc, c'est un phénomène contemporain, puis on découvre un jour que les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Donc, pour nous, les journalistes scientifiques, c'est quelque chose auquel on est exposé régulièrement. Bon, dans le cas des controverses sur les vaccins, c'est assez évident. Il y a, entre autres, un professeur Shaw de l'Université de British Columbia qui publie des articles qui prouvent, d'après lui, que l'aluminium dans les vaccins crée des maladies neurodégénératives et qui aurait un lien avec l'autisme. Ce qui est absolument contredit par le consensus scientifique, mais c'est un prof avec un doctorat dans une université quand même reconnue. Donc nous, il faut qu'on vive avec ces choses-là et ça fait que il faut que vous ayez conscience, quand on vous rencontre, qu'on se pose des questions. Je suis allé sur votre site du CEF, j'ai trouvé l'exemple, vous connaissez le professeur Desrochers, et le commentaire ici, je trouve, ça décrit bien ce qu'on vit, nous, présentement. Ce problème de représentativité d'une étude partielle ne se pose pas que pour les oiseaux, mais pour les innombrables sondages et études statistiques qui inondent les médias. Donc, nous, on a comme une espèce de ras-le-bol de une étude dit que ça marche avec certains journalistes, mais maintenant, vous allez voir que, ici, j'ai un ami, Ivan Oransky à New York, qui a créé le site Retraction Watch. Il collecte tous les papiers qui ont été retirés des revues scientifiques. Et il est maintenant financé par plusieurs fondations. Ici, c'était un papier où un professeur de l'Université Laval, M. Bertrand, en tout cas, lui, il avait averti la publication qu'il y avait un problème avec l'article scientifique, il s'est dissocié des autres auteurs. C'est lui qui a eu le meilleur comportement. Donc, bravo pour un docteur Bertrand. Mais, donc nous, on voit le milieu scientifique comme un milieu qui est agité de toutes sortes de controverses, de contradictions. Et 15 octobre, écoutez, tout le monde en parle à l'émission, ça devient un sujet. Et là, c'est le titre du segment de l'émission, quand la science devient science-fiction. Je ne comprends pas pourquoi ils ont trouvé un titre comme ça, ça n'a rien à voir avec la science-fiction. Mais c'était la journaliste Marie-Claude Malboeuf qui a fait un dossier sur plein de vieilles histoires que nous on connaît depuis longtemps. Il n'y avait aucune révélation nouvelle, mais c'était accrocheur parce que ça remettait en question un peu la crédibilité du monde scientifique.
qui demeure quand même très, très solide. Donc, vous scorez très, très haut parmi les gens qui ont la confiance du public. Mais quand même, il y a, avec les journalistes, il y a un petit problème. On garde une certaine distance. Avant, c'était parfait, c'était la vérité. Maintenant, on doit vérifier. Et quelqu'un comme ici, Jean-François Clich, qui est journaliste au Soleil, vous allez voir de plus en plus ces articles. Ici, il a parti d'un article qui disait « Bon, 3/4 des insectes sont disparus ». Bon, lui ne se satisfait plus, M. Véronique, d'un article qui vient contredire le consensus scientifique, qui affirme quelque chose de spectaculaire. Donc, il va dans la littérature scientifique. Et si vous lisez ces articles, entre autres sa chronique dans Québec Science, vous allez voir, finalement, il fait des méta-analyses. Donc, les journalistes scientifiques font un peu un travail d'articles de synthèse, et parce qu'il ne veut plus donner des informations partielles à ses lecteurs. Il est à un stage dans sa carrière où il est capable de faire ça. Ça demande du travail, ça demande des connaissances. Donc, presque tous ces articles, vous allez voir, les abeilles, est-ce qu'elles sont vraiment en voie de disparition? Est-ce que c'est bien vrai qu'on vit dans un monde de poison, que ce qu'on mange, c'est dangereux pour la santé? Donc, c'est un peu un résultat, une réponse au débat qu'il y a dans le milieu scientifique. Et c'est bien que vous ayez conscience de ce travail journalistique, parce que si vous allez les rencontrer, c'est important que vous leur donniez le contexte global. Si vous avez quelque chose de particulier, présentez-le dans le contexte d'ensemble de votre domaine de science, parce que si vous ne le faites pas, le journaliste va le faire pour vous. Donc, vous êtes mieux de le faire. Donc, si vous voulez, quand vous êtes devant le journaliste, il vous voit avec une aura, il vous voit vous, mais en même temps, il voit votre profession, comment elle est perçue, votre institution, et ça, c'est important que vous soyez bien au courant de ce qui se passe dans votre institution, parce que, bon, il peut y avoir des questions inattendues. Comme, comment se fait-il hier que l'université a décidé de donner des primes astronomiques à ses administrateurs? Donc, vous ne voulez pas là, répondre à cette question-là. Mais si vous savez, en tout cas, si vous avez fait vos devoirs, vous devez être au courant de ce qui se passe dans votre université, dans votre département, dans votre profession, et être préparé à n'importe quoi. Donc, ayez conscience de la façon que le journaliste vous voit, perçoit votre profession, perçoit votre institution. Maintenant, il y a son environnement à lui, au journaliste. On peut détruire une réputation instantanément aujourd'hui avec les médias sociaux. Nous, on l'a fait. Bon, c'est ma collègue Connie St. Louis, qui est professeure au London University College à Londres, qui a entendu un prix Nobel, Tim Hunt, à Séoul, pendant la conférence des journalistes scientifiques, dire que lui, les filles dans un labo, c'est un problème et que il devrait y avoir des labos séparés, ségrégés. Les filles devaient avoir leur labo, les gars leur labo. Puis que quand tu critiquais une fille, elle se mettait à pleurer ou elle tombait en amour avec toi, puis tu étais obligé de la marier. Bon, en fait, moi j'étais dans la salle, il racontait son histoire à lui. Il a épousé une de ses étudiantes. Et c'était de mauvais goût, c'était déplacé, c'était con. Il y a des prix Nobel qui disent des stupidités. Et Connie, tout de suite, elle a tweeté. Le jour même, il avait perdu ses postes. Et il était... bon, en tout cas, tous les postes qu'il avait dans des organisations
de l'Union européenne, ils l'ont expulsé parce qu'il a fait ce qui était une farce absolument déplacée pendant une de nos conférences. Donc, faites attention. Il faut avoir une confiance limitée avec les journalistes. C'est pour ça que c'est bien de faire votre devoir avant. Vous devez savoir ce que vous voulez que les journalistes retiennent. Bon, heureusement, au Québec, il y a les journalistes scientifiques et c'est une des régions du monde qui est les mieux pourvues en journalistes scientifiques, mieux qu'au Canada anglais. Il y a l'agence Science Presse, Québec Science, Curium, les débrouillards, tout le groupe avec Félix Maltais, à Radio-Canada, Les Années-Lumière, une émission technologique, La Sphère maintenant. La technologie, ça devient de plus en plus important. Ça a sa propre émission. Découverte, qui est un bijou. Si vous avez quelque chose d'important, ça vaut la peine de contacter Découverte. Et Télé-Québec a maintenant les électrons libres. L'ancienne émission où Véronique travaillait. Véronique Morin peut vous conseiller en passant. Bon. Et ici, bon, à l'université, vous pouvez vous pratiquer en étant interviewé à la radio ou par Impact Campus. Bon, j'aimerais ça que vous reteniez aussi que le journaliste scientifique, c'est pas tout simplement un vulgarisateur. Il n'est pas là tout simplement pour prendre ce que vous savez et l'expliquer en des termes plus simples qui rejoignent le public. Il fait plus que ça. Il ajoute à votre discours. Dans son article, s'il fait bien son boulot, il va ajouter le contexte politique, économique. Il va faire le lien avec les controverses du jour. Donc, il produit quelque chose de différent, de nouveau. Donc, il faut que vous attendiez et que vous l'aidiez à faire ce travail-là. C'est ce qui fait de lui ou d'elle, parce que ce sont surtout des femmes maintenant qui sont journalistes scientifiques, c'est une majorité de femmes. C'est ce qui fait de ces personnes-là des journalistes plutôt que des vulgarisateurs. Donc, ils créent quelque chose de nouveau. Donc, pour résumer, la partie contexte dont vous devez tenir compte, il y a le contexte que vous portez avec vous, comment vous êtes perçu par le journaliste, et il y a comment vous percevez le journaliste. Il y a des gens qui méprisent les journalistes, et les journalistes le sentent, et ils leur rendent bien. Donc, je vous invite à le considérer, à la considérer comme quelqu'un qui est professionnel aussi. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que vous connaissez, mais qui connaît bien autre chose. Donc, si vous décidez d'entrer en contact avec un journaliste, il faut faire son devoir. Allez lire, allez écouter ce que ce journaliste a fait. La pire erreur, c'est de lui proposer quelque chose qu'il a couvert la veille ou il y a quelques jours. Donc, tout de suite, ils veulent savoir que vous n'avez même pas pris la peine de comprendre ce qu'il fait et comment il le fait, qui il essaie de rejoindre. Et pour commencer, si vous êtes étudiant, ici à l'université, tenez une chronique dans Impact Campus. Vous pouvez téléphoner aux journaux hyper locaux. Ici, il y en a plusieurs à Québec. Demandez d'être interviewé à la station de radio. Ou vous pouvez suivre un cours, le microprogramme de 2e cycle en communication et journalisme scientifique.
si vous avez quelque chose de vraiment nouveau, d'intéressant, vous pouvez faire un communiqué de presse. Et, bon, ici, les critères du communiqué de presse, il faut que ce soit quelque chose de nouveau, d'inattendu, idéalement. Une exclusivité, ce sera encore mieux, un scoop, ce qu'on appelle un scoop. Il faut que ça soit important pour le public du journaliste et idéalement relié à l'actualité, à un débat en cours. Est-ce que le gouvernement est en train d'étudier une nouvelle politique et auquel vous pouvez contribuer une information utile? Bon, si c'est possible, s'il y a un héros dans votre histoire, s'il y a un méchant, s'il y a un bon, s'il y a une intrigue, si vous avez tout ça, là, ça vaut la peine de contacter, par exemple, les journalistes de Québec Science parce que vous avez de quoi permettre aux journalistes de bâtir une histoire. Parce que nous, on raconte des histoires. Et si on peut avoir une histoire avec un élément humain important, c'est encore mieux. Et donc, ça s'ajoute au contenu scientifique. Mais il y a un héros, il y a une intrigue, il y a un dénouement. Ici, je donne un module communication dans le cadre d'un cours. Et les étudiants écrivent des communiqués. Souvent, ils sont trop vagues. Il manque d'exemples concrets. Il manque de chiffres. Si ça peut avoir un impact économique, dites-le. Prenez le risque de montrer qu'est-ce que ça changerait, qu'est-ce que ça apporterait concrètement. Et aussi, bien entendu, il faut que vous soyez, que vous ayez quelque chose qui intéresse le journaliste. Bon, si vous obtenez une rencontre avec le journaliste, demandez à un ami de jouer le rôle du journaliste. Pratiquez-vous avec un ami. Et demandez-lui d'être méchant. Et c'est mieux que ce ne soit pas un collègue. C'est mieux que ce soit quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre domaine. Bon, maintenant, vous êtes devant le journaliste. L'erreur principale de la plupart des scientifiques, c'est de toujours se demander qu'est-ce que mes collègues penseront, comment ils vont me juger. Mais vous n'êtes pas en train de faire une conférence pour vos collègues. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les nuances que vous feriez si vous étiez à une conférence de scientifiques. Vous donnez l'essentiel de ce qui est important, ce que le public peut comprendre. Donc, oubliez vos collègues. Pensez pas du tout à vos collègues. Pensez au public. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là retiennent de ce que vous avez à dire? Les journalistes peuvent être méchants des fois. Il paraît que les mathématiciens, quand ils se font interviewer, on leur pose des questions comme ça. À brûle pour point. 551 divisé par 9. Vous êtes mathématicien, vous avez la réponse. Donc, je ne sais pas dans votre cas, qu'est-ce que ce serait l'équivalent d'une colle dès le début de l'interview, mais ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas oublier c'est quoi votre message. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans certains cas, vous voyez les politiciens quand ils sont interviewés, ils ne s'occupent pas de la question. Vous n'écoutez pas la question. Vous répétez votre message ou vous utilisez la colle à votre avantage. Dans ce cas-ci,
ce que j'avais proposé aux mathématiciens, c'est de ne pas avoir peur de sortir leur calculatrice de leur poche et d'expliquer qu'aujourd'hui, en mathématiques, on utilise les ordinateurs et qu'il n'y a pas de honte à ça. Donc, peut-être préparez-vous, imaginez les cols qu'on pourrait vous poser, puis voyez comment vous pouvez les tourner à votre avantage. Et ça vaut la peine de parler aux médias. Je pense qu'il y a plusieurs études, pas une étude. Je pense qu'il y a un consensus que si vous êtes dans les médias, vous avez plus de chances d'obtenir un financement. Parce que l'organisme subventionnaire veut être connu aussi. Donc, s'il finance des gens qui sont déjà connus, il y a plus de chances qu'il y ait un communiqué qu'on parle de l'institution qui vous finance. Et eux aussi ont besoin de convaincre le gouvernement de les financer. Donc, c'est peut-être un cercle vicieux qui fait que ce sont toujours les mêmes chercheurs qui reçoivent les fonds. Mais c'est important d'être dans les médias. C'est une bonne chose pour vous. Et en général, les scientifiques sont satisfaits de leur interaction avec les journalistes. Il y a une grande étude dans 5 pays, 700 scientifiques interviewés. Même s'il y a plein d'anecdotes de scientifiques qui ont des histoires sur le compte des journalistes, dans l'ensemble, les scientifiques sont satisfaits de leur relation avec les médias et considèrent que c'est leur devoir de parler aux médias, que c'est une contribution au débat public, à la démocratie, de partager leur savoir à travers les médias. Et ça marche. Maintenant, certains d'entre vous peuvent avoir des projets. Il n'y a pas seulement parler aux journalistes. Vous pouvez créer votre propre blog. Vous pouvez éventuellement devenir quelqu'un qui participe régulièrement au débat public, ce qu'on appelle un intellectuel public. Vous pouvez peut-être être intéressé par la politique, vouloir devenir politicien un jour. Je pense que l'exemple, c'est quand même Mme Merkel, qui est une chimiste spécialisée en chimie quantique, si je me souviens bien. Donc, la femme la plus puissante du monde. Puis ici au Canada, bon, surtout peut-être au Canada anglais, David Suzuki. En fait, il est devenu plus un activiste qu'un journaliste, mais quand on fait un sondage au Canada anglais, pour vous montrer que vous avez toujours un capital de confiance, les Canadiens disaient que c'était la personne en laquelle ils avaient le plus confiance, David Suzuki. Donc, j'ai d'autres diapos. On peut discuter, si vous voulez, pour répondre à vos questions. Mais ici, avec M. Desrochers, on a un cours qui s'appelle « Méthodologie de la recherche scientifique ». Et moi, je contribue au module communication. Les élèves écrivent des communiqués, je les critique. Donc, c'est une occasion d'apprendre un peu à communiquer. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le micro-programme qu'on vient de lancer. J'ai les brochures ici. Je pense que c'est unique au monde. C'est à distance, 3 cours, 9 crédits. Et avec Amélie Daou-Boisvert, qui est au devoir, qui enseigne le cours communication scientifique. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment exceptionnelle. Et vous apprenez comment expliquer, comment vulgariser. Ensuite, il y a le cours avec Valérie Borde sur le journalisme scientifique, comment gérer les controverses. Puis un cours qui donne un aperçu des sciences et il fait le lien avec des grandes questions d'actualité, des trous noirs jusqu'aux OGM, CRISPR, puis,
toutes sortes de domaines. C'est comme un extraordinaire cours de culture générale qu'on a créé avec Jean-Marie de Coninck, puis une équipe de 20-30 professeurs. Là. Mais il n'y a pas un module foresterie encore. Dans une prochaine étape, on voudrait créer un cours sur les technologies. Peut-être qu'on pourrait parler de la foresterie à ce moment-là. Donc, moi, en venant, j'ai vu que vous aviez des notes de recherche. Donc, il y a plein d'idées intéressantes là-dedans et qui pourraient faire l'objet de communiquer. Si certains d'entre vous veulent faire parler de leurs travaux, bon, moi, je suis accessible. C'est mon plaisir d'essayer de vous conseiller, de vous aider. Je ne sais pas si ce que je vous ai dit, ça va vous aider, mais je pense qu'ici à Québec, vous êtes très bien servis. Valérie Borde, la journaliste de l'actualité, elle est ici à Québec. Jean-François Clich. Je pense que j'ai même... bon. Tous ces journalistes, ils sont ici à Québec. Et vous êtes gâtés, l'émission de la Semaine verte a son équipe ici à Québec. Puis eux, la foresterie, ça les intéresse. Donc, c'est une excellente émission, c'est très bien fait. Des fois, c'est moins bon, peut-être, mais je pense qu'il y a certains dossiers, quant à moi, ils ont complètement raté leur coup. Là. C'était surprenant. Mais... ah oui. Si vous voulez les rencontrer, allez voir le site de l'Association des communicateurs scientifiques. Valérie Levé, qui est membre de l'ACS, organise assez souvent des cafés, des réunions. Et bon, ça remonte au mois de mai quand même. Ils avaient invité M. Barrette discuter de l'évolution. Et c'est dans un bar, le pub Galway. La bière est excellente. Et Jean-François Clich va souvent être là. Valérie Borde va être là aussi. Puis vous allez découvrir peut-être d'autres pigistes, des jeunes qui sont journalistes à temps partiel, mais qui cherchent des sujets. Et vous pouvez leur expliquer ce que vous faites. Et eux peuvent écrire un article qu'ils vont essayer de placer dans un journal, dans une revue, quelque part. Donc, ça vaut la peine. Vous pouvez être membre de l'association si vous voulez. Même. Bon. Si vous avez des questions, à votre service. Oui, M. Fortin. Moi, je vous entends, en tout cas. Et puis quand j'essaye de le faire sortir à ce moment-là, comme c'est élémentaire, on dirait que la communauté scientifique, je ne sais pas où se mettre la tête. Là. Alors, c'est simple, ça ne prend pas des machines à tout casser pour faire ça, puis de la biologie moléculaire par million, etc. Alors, c'est un nouveau paradigme fondamental et universel dans la vie des plantes, des micro-organismes, des animaux et des humains. Et en particulier chez les micro-organismes, que ce soit des levures,
des bactéries ou des champignons. Alors, ce à quoi je veux en venir éventuellement, c'est une vision intégrative au départ pour cadrer la recherche plutôt que de faire une recherche réductionniste. Alors, j'ai proposé ça avec mon collègue Louis Bernier, ce sujet de recherche-là, FQRNT, et puis les gens qui sont là, ils ont jugé ça avec la fente réductionniste. Ils n'ont pas vu la grosseur du phénomène. Alors, il y a une publication qui date de 1927 qui dit « The necessity of carbon dioxide for the growth of bacteria, yeast and mold. Journal of Infectious Disease. » 1927. Puis, on dirait que ça a été oublié. Là. Il y a aussi un travailleur qui a fait une revue sur le CO2, etc. Puis il a beaucoup remarqué que chez les champignons, ça avait un effet assez considérable. Alors, à titre d'exemple, quand on a fait l'isolation, l'isolement des micro-organismes pour production d'antibiotiques, ben, on arrive aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près seulement 15% des micro-organismes du sol qu'on peut cultiver. Et il y a 1000 à explorer. Mais pourquoi on n'arrive pas à cultiver les autres? Parce qu'on oublie qu'ils ont un besoin essentiel de CO2 par fixation anaplérotique, c'est pas de l'invention, là. Ils ont un besoin essentiel pour ça. Alors, si on cherchait des nouveaux antibiotiques, on pourrait s'en aller avec des incubateurs à CO2 et multiplier par 2, par 10, le nombre de micro-organismes à partir desquels on pourrait choisir. Pas grand monde qui sait que dans nos poumons, on a 3,5 de CO2, 35 000 parties par million. Ben là, comment ça se fait qu'on n'a pas tous les spores, les millions de spores de bactéries qui rentrent dans nos poumons chaque jour? Comment ça se fait qu'ils ne se développent pas? Parce qu'en haut de 2,5 les micro-organismes et champignons, qui nous protègent. Alors, c'est juste un petit exemple d'interaction. Je ne sais plus à qui l'adresser, parce que si j'étais jeune, ben, j'irais taper à la organisme scientifique, subventionnaire, mais là, j'ai besoin de prendre un haut-parleur et de réveiller la communauté scientifique. Comment je fais ça? Bon. Bon. Pour nous, on est ignorants. Donc, nous ne sommes pas des scientifiques. Et en principe, notre règle, si ça n'a pas été publié dans une revue avec comité de lecture, on n'en parle pas. Parce que nous, on veut communiquer en général le plus possible le consensus scientifique. Par contre, nous, on vous aime beaucoup, M. Fortin. On vous a suivi, puis peut-être vous avez raison, peut-être vous n'avez pas raison, je ne sais pas. On n'est pas capable de décider ça. Par contre, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de trouver le journaliste qui va, là, ça prend quelqu'un qui va adopter votre cause. Et parce que nous, on fait attention, on s'est brûlé souvent là, quand, bon, écoutez, l'exemple classique, c'est la fusion froide, là. Quand des scientifiques convoquent une conférence de presse, ils n'ont pas publié, et ils annoncent une découverte. Le journaliste scientifique, il va hésiter à couvrir quelque chose comme ça, ou il ne couvrira pas. Non, mais je sais. Oui, mais cibler le grand public, c'est une façon de peut-être rejoindre ces organisations-là. Bon, là, je ne me suis pas étendu sur tous les détails d'une stratégie de communication, mais souvent, dans une stratégie de communication, on va vouloir être dans les journaux. Et en fait, on est dans des journaux qui rejoignent beaucoup de gens, mais parce qu'on veut qu'une personne, quelque part, disons, le ministre, prenne une décision. On vise une personne. Mais le ministre ou le conseil subventionnaire ne prennent pas leur décision dans le vide. S'ils sentent qu'ils n'ont aucun appui pour cette idée-là, que ce n'est pas appuyé par personne, qu'ils sont tout seuls à partager votre idée, ils vont hésiter. Donc, si vous réussissez à créer dans les médias un intérêt, écoutez, moi, bon, il faudrait passer un peu de temps, mais
moi, je vous prendrais là, comme un héros, là, comme quelqu'un qui a peut-être découvert quelque chose. Ce serait l'aspect humain que je jouerais très fort. Bon, M. Fortin qui a fait ça, qui est reconnu, a une nouvelle idée, il se bat, il y a tous les éléments là, dans le conflit. Nous, on aime ça, les journalistes. Là, dans le fond, je vous dis qu'on veut communiquer les consensus, mais on aime beaucoup les controverses. Puis, vous pouvez être le héros d'une histoire. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais bon, regardez Normand Voyer qui a sauvé presque la Chimie à lui tout seul. Quand la Presse Plus a fait une page sur lui, là, c'était un contenu humain, là, c'était pas sur ses découvertes, sur ses publications, c'était qu'est-ce qui a fait que ce type-là est devenu s'est donné comme mission de sauver la chimie, pourquoi il va dans des cégeps, pourquoi il crée des spectacles, pratiquement, ces conférences, ce sont comme des spectacles. Donc, je ne sais pas, moi, vous avez déjà un énorme capital de sympathie dans le milieu. Je ne sais pas si vous avez raison, on ne peut pas le décider, nous, mais il y a une belle histoire. Bon. Disons, on a peur. Quand quelqu'un nous dit qu'il y a un nouveau paradigme, nous, là, là c'est gros, là, puis ça nous dépasse un peu. Là. J'aurais une question, moi, par rapport à ça, parce que je trouve ça assez particulier que vous nous disiez que, justement, par rapport à M. Fortin, ce qui serait bien, c'est le human interest autour de sa personnalité lui-même. Puis en même temps, vous nous dites, on ne publiera rien s'il n'y a pas une preuve écrite dans un journal révisé par des pairs. Moi, ma question, dans ma tête, là, c'est complètement d'un bord puis de l'autre. Vous me dites tout et son contraire, parce que moi, ce que je veux savoir, c'est si je veux influencer des politiques, moi, je suis rendu à cette étape-là. Dans ma carrière de chercheur, j'ai des résultats, mais ce n'est pas des résultats scientifiques, c'est des résultats d'analyse réglementaire. Le ministère des Forêts ne fait pas sa job pour protéger les milieux aquatiques. Mon message est clair, j'ai plein d'arguments, mais ne cherchez pas les articles scientifiques, il n'y en a pas. C'est des évidences, c'est du cadre réglementaire, c'est des affaires très simples à démontrer. Je commence à avoir des super belles opportunités de présentation devant des décideurs, mais ça ne bouge pas. Là, c'est où ma prochaine étape? Moi, j'ai le goût d'aller tranquillement m'aligner vers le milieu, non pas de la communication scientifique. Je veux que ça apparaisse dans des journaux, parce que ce qui va faire bouger le gouvernement, c'est une poursuite. C'est d'apparaître dans le journal. Si on reste entre spécialistes, il n'y a rien qui se passe. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Moi, c'est une situation, j'ai rien inventé, là. Ça fait 30 ans que la situation est de même. Mais moi, j'arrive, je suis nouveau, puis là, je dis, hey, c'est évident que ça ne marche pas. Tout le monde me regarde. Mais oui, ça fait longtemps qu'on le sait. Ouais, mais ça fait 30 ans, puis il n'y a personne qui n'a rien fait, là. Ça va faire. Fait que là, moi, il faut que j'agisse. Mais est-ce que les journalistes peuvent m'aider là-dedans ou pas? Parce que là, vous venez de me dire tout et son contraire. Bon. Ce que j'ai conseillé à M. Fortin, c'est différent, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'écoutez, il y a un nouveau paradigme. Donc, ce n'est pas encore le consensus scientifique. Donc là, notre règle habituelle de parler de choses qui ont déjà été publiées dans des revues avec comité de lecture, ça ne marche pas. Parce que vous avez quelque chose de trop gros. Donc, moi, j'aime beaucoup M. Fortin. Écoutez, quand j'étais journaliste, c'était une des personnes qu'on a interviewées. En tout cas, je pense que vous avez eu une bonne relation avec les journalistes scientifiques. Donc dans ce cas particulier-là, je pense que pour M. Fortin, c'est plutôt le human interest que je jouerais. Vous, si vous avez quelque chose où il n'y a pas de recherche scientifique, comme vous m'avez dit, là, que ce n'est pas scientifique, ben là, ce que nous, on voit, c'est que il y a toutes sortes de controverses. Il y a des controverses parmi les scientifiques, c'est normal. Ça fait avancer la science. Mais quand la controverse, elle a quitté le monde scientifique,
puis uniquement chez le public, comme l'histoire de la controverse qu'il y a un lien entre les vaccins et l'autisme. Ça n'existe plus dans le monde scientifique, mais ça existe dans le public. Donc, pour nous, quand une controverse existe uniquement dans le public, là, on se méfie énormément. Parce que là, sur quoi on se base? Là? Et comment on fait d'abord pour influencer des politiques? Parce que c'est ça que vous avez présenté au début. Vous avez dit, quel est votre but? Moi, mon but, c'est clair, là, sincèrement, là, ça ne me dérange pas en tout de savoir si le public est intéressé. Ce que je veux, c'est influencer les politiques. Mais pour être capable d'influencer les politiques, c'est exactement ça. C'est ça que je me dis. Si je veux influencer les politiques, il faut que j'influence l'opinion publique qui, elle, va faire une pression. Puis moi, je le sais. Je suis prof d'université. Ma job, là, j'ai un M de 1 comme influenceur. C'est rien. Là. Où sont vos alliés? Est-ce que vous avez des alliés? Ce que vous pouvez faire, c'est... puis vous pouvez même avoir des journalistes parmi vos alliés. Il y a ce qu'on appelle des coalitions ad hoc qui se créent, qui durent le temps que la décision soit prise. Donc, dans le gouvernement, il y a peut-être déjà des gens, je ne sais pas, un député ou un conseiller de ministre quelque part, ou des scientifiques, ou un comité qui est déjà d'accord avec votre idée. Je ne sais pas. Puis ici au Canada, le bel exemple, c'est le Globe and Mail. Le Globe and Mail, chaque année, prend un dossier où il modifie une politique du gouvernement fédéral. C'est leur objectif. Ils montent leur dossier. Il va y avoir une série d'articles, le site web, les reportages, les exemples, tout ça. Et dans l'édition du samedi, voici ce que le gouvernement devrait faire. Et le gouvernement, souvent, va le faire. Et quand je parle aux gens du Globe and Mail, qu'est-ce qu'ils me disent? Ben, écoute, on n'est pas fous. Nous, on prend des dossiers où on sait qu'il y a déjà au sein du gouvernement des gens qui veulent que cette décision-là soit prise. Si vous êtes tout seul, comme Don Quichotte, contre tout le monde, c'est très difficile. C'est presque impossible. Mais si vous avez une bonne idée, si c'est valable, il doit y avoir d'autres personnes qui vont la partager. Il faut les trouver. Passer dans les médias, c'est une bonne façon. Si le ministre voit que il y a comme un courant favorable, que cette idée-là est bien couverte et elle est perçue de façon positive dans les médias, ça lui donne un environnement où il se sent plus à l'aise pour prendre des décisions. Parce que pour lui, prendre une décision où il est tout seul à croire dans quelque chose, là, c'est suicidaire. Donc, je ne sais pas. Moi, je trouverais mes alliés. Il doit y en avoir. Puis, une stratégie et trouver aussi, il faut être opportuniste. Il y a peut-être un contexte qui s'en vient, qui serait favorable à ce que votre idée soit adoptée, je ne sais pas. Il faut être opportuniste. Les politiciens, ils vivent... Mais je suis bien d'accord avec ce que vous me dites, puis j'en ai des alliés, c'est pas un problème, mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin des journalistes dans mon dossier ou pas? Puis c'est ça ma question. Moi, j'ai comme l'impression que la job, je vais être capable de la faire sans les journalistes, parce que j'ai pas besoin, dans ce dossier-là, d'opinion publique pour être capable d'influencer le gouvernement, à mon avis. C'est pas moi qui me prends. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que vous avez besoin des médias. Je pense que dans une démocratie... Qu'est-ce que les médias vont faire pour moi? C'est ça la question. Parce que c'est un rôle... Moi, je peux aider les médias, puis c'est correct, mais mon histoire n'est pas vendeuse. Je le sais. Bon, fait que comment je vais faire? C'est un peu ce lien-là que je comprends pas. À quel moment on peut décider qu'on a besoin? Parce que moi, c'est du temps que j'ai à investir là-dedans, mais je vais investir sur du temps si c'est efficace. La même affaire vient du côté des journalistes. Ils investiront pas 5 minutes sur mon dossier s'ils trouvent que c'est pas vendeur au point de vue papier, au point de vue consultation.
pas non plus délaisser le public. C'est pour ça que j'ai réagi quand vous avez dit je veux pas nécessairement parler au public. C'est pas tout à fait ça. J'imagine que vous vouliez dire que vous vouliez avoir l'attention des décideurs pour que ça bouge, pour le bénéfice du public éventuellement. Alors, les journalistes aussi, nous, on est là pour le bénéfice du public. Alors, si ce que vous avez découvert est vraiment important pour la société, vous allez être capable de faire passer ce message-là. Vous allez être entendu auprès de, peut-être pas tous les journalistes, mais certainement un ou deux. Puis prenez le temps, comme M. Fleury a dit, de faire vos devoirs, c'est-à-dire de chercher le journaliste qui a une oreille pour ce genre de dossier-là, qui a déjà écrit sur la question, donc qui est renseigné, qui sait c'est quoi les enjeux. Puis demandez-lui une rencontre. Puis je suis certaine, moi, que si vous avez, comme vous avez dit, les faits, les évidences pour vous montrer que vous allez rencontrer un journaliste assez intelligent pour vous comprendre, puis vous appuyer. Donc peut-être, puis pour M. Fortin, j'aurais tendance à vous dire, j'ai pas tout à fait compris l'enjeu de ce changement de paradigme par rapport au CO2, mais j'aurais tendance à dire peut-être aller voir la Fondation Suzuki. Est-ce qu'il y a un enjeu au niveau environnemental? Est-ce qu'il y a un enjeu au niveau environnemental sur la Fondation Suzuki? Ils ont un bureau ici au Québec, à Montréal. Il y a des gens hyper compétents qui travaillent avec eux. Puis si vous leur expliquez, leur exposez ce qui se passe, ils vont comprendre. Ils vont vous dire, oui, on veut faire un suivi avec vous. Il me semble que j'irais comme ça, moi, Oui, il y a un livre qui s'appelle The Journalism of Outrage. Dans le livre, on décrit plusieurs exemples de coalitions ad hoc. Donc, c'est possible, pour une question précise, de bâtir une coalition qui peut comprendre des journalistes. En principe, les journalistes sont totalement neutres, mais les journalistes, ils ont leur passion, ils ont leurs préjugés, ils peuvent adopter votre idée. Même dans certains cas, même parmi les journalistes scientifiques, il y a des journalistes qui adoptent certaines idées qui sont complètement dans le champ et leurs patrons leur disent qu'ils ne peuvent pas couvrir ces sujets-là parce qu'ils sont convaincus d'une chose puis ils ont tort. Mais essayez de voir c'est quoi cette coalition-là, comment vous pouvez faire avancer votre idée. Puis à un moment donné, peut-être qu'il y a une occasion qui se prête bien à la mettre de l'avant. Juste pour ajouter, Jean-Marc ne m'a pas vraiment présenté. Je suis journaliste scientifique, 30 ans de carrière. Récemment, je me suis joint à l'Université Laval pour être responsable des communications d'un programme de recherche transdisciplinaire. Donc, une nouvelle façon de faire de la recherche. Mais juste pour vous dire qu'il y a, dans ma vie passée, j'ai fait un documentaire qui m'a demandé une recherche de 4 ans avec les vétérans canadiens du nucléaire qui ont été envoyés dans le désert du Nevada, dont leur histoire avait été étouffée par le gouvernement canadien pendant des années, des décennies. Je suis allée les rencontrer, avoir la liste de ces gens-là. Il y en avait 826. Ça m'a pris un travail d'enquête. Et puis, je me suis adjoint avec une équipe de production fantastique aussi. Et ensemble, on a fait un documentaire qui s'appelait Time Bombs, qui a été diffusé en 2009 et qui a mené, au terme de ce documentaire-là, finalement, la reconnaissance du gouvernement canadien que ces vétérans-là avaient été envoyés sous les bombes nucléaires pour s'entraîner devant les bombes, qui avaient souffert de façon au niveau de leur santé et ils ont reçu une compensation. Alors, si vous avez des idées qui sont peut-être un peu en marge, qui paraissent en marge, je vous dirais, prenez courage, il y a des journalistes qui sont là pour vous entendre. Et j'ajouterais aussi que de faire confiance aussi aux journalistes. Moi, c'est ma personnalité parce que j'y crois beaucoup. Faites confiance et puis ceux qui sont là pour vous poser des cols, moi je pense qu'ils sont minoritaires. Là. Je pense qu'on est tous là pour travailler. Madame. Bonjour, Catherine Perrier, je travaille au ministère des Forêts, Faune et Parcs en recherche. J'ai apprécié votre conférence. Seulement, vous me placez dans le cas où c'est nous-mêmes qui essayons d'aller vers les journalistes. Il peut arriver le cas inverse, il m'est arrivé récemment le cas inverse, où des journalistes nous font part d'un intérêt pour discuter d'un sujet de recherche. Dans mon cas, c'était sur les changements climatiques.
Je voudrais savoir s'il y a une grande différence entre la presse scientifique et un journaliste scientifique et un journaliste d'une presse plus générale. Dans mon cas, c'était le cas. Et donc, on a rencontré la personne, pris toutes les précautions pour essayer de mettre les bémols à côté du message. Il faut toujours avoir un message, je le comprends. Mais en même temps, en science, il y a quand même toute une mise en contexte qui est importante à faire. Puis, quand l'article est paru, c'était pas du tout... La mise en contexte n'était pas là. Les bémols n'étaient plus là. Puis la force de ça, c'est Catherine Perrier, ou peu importe, M. Joblot, a dit que, et non, j'ai jamais dit ça. Donc la confiance envers le journaliste devient, ou la presse en général, se perd. Puis même plus que ça, c'est que personnellement, je me suis dit, waouh, je sais exactement dans ce contexte-là, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui a été rapporté. Je me dis dans la presse en général, où je n'ai pas le recul pour analyser tous les sujets, parce que je ne connais pas tous les sujets. Comment je fais pour continuer à avoir confiance à l'information en général? Donc ma question c'est, est-ce qu'en tant que scientifique, est-ce qu'on ne devrait s'adresser qu'à des journalistes scientifiques qui, comme vous dites, ont peut-être plus de recul et d'expertise pour bien comprendre les messages? Ou alors, parce qu'on sait aussi que si on veut faire changer les politiques, je pense quand même qu'effectivement passer par l'opinion publique, c'est probablement ce qui fonctionne le mieux. Ben, il faut prendre le risque de s'adresser au public et de voir nos messages peuvent être galvaudés. Bon, moi, mon conseil, ce serait de commencer au moins d'essayer d'intéresser les journalistes scientifiques. Les journalistes, c'est un peu comme un troupeau, là. La plupart des journalistes répètent ce que les autres ont déjà raconté. Je caricature un peu, là, mais bon, Véronique ne l'a pas fait. Il y en a qui ne le font pas. Mais justement, ceux qui ne sont pas spécialisés dans un domaine, à qui le rédacteur en chef dit aujourd'hui tu vas couvrir ça, demain tu vas couvrir telle autre affaire, etc. Bon, eux, ils vont... En tout cas, la plupart vont suivre la tendance. Et, on le voit, là, il y a comme... quand quelque chose apparaît, il y a ce qu'on appelle l'écho médiatique, c'est repris par d'autres médias. Donc, au début, essayez absolument d'intéresser un journaliste scientifique. Parce que, bon, un exemple, quand le groupe Raël a prétendu avoir créé un clone humain, le journaliste scientifique du média va dire au rédacteur en chef, c'est de la foutaise, écoute, moi je couvre pas ça, mais les médias, on est comme prisonniers de ce qui se passe. On ne peut pas l'ignorer. On est obligé d'en parler. Même si, des fois, c'est une personne qui a une idée ou qui démarre un trouble quelque part. C'est difficile pour les médias. Donc, le rédacteur en chef va trouver un autre journaliste, puis il va l'envoyer couvrir ça. Puis, bon, là, ça part. Puis après, le journaliste scientifique, après, est obligé d'en parler. Mais, moi, pour vous... moi, je vous conseillerais, prenez l'initiative. Si vous avez quelque chose... Bon, moi, j'ai travaillé en communication. À un moment donné, écoutez, peut-être vous allez trouver ça horrible, là, mais au Centre de recherche pour le développement international à Ottawa, là, 30 ans, 35 ans, on finançait des chercheurs en Inde qui expérimentaient un vaccin contraceptif. Aujourd'hui, c'est absolument impossible de faire une recherche semblable. C'est impossible. Mais, et c'était très controversé. Moi, ce que j'ai fait, c'est, dès le départ, j'ai donné l'information à des journalistes scientifiques. J'ai présenté ça comme une recherche prometteuse, tout ça. Donc, les premiers articles étaient positifs. Après, quand il y a eu des gens qui ont critiqué cette recherche-là, comme bon, là, on manipule, on joue avec le corps des femmes, tout ça. Là. Il n'y a plus aucune recherche aujourd'hui sur la contraception. C'est impossible. Donc, moi, je vous dis, prenez l'initiative. Si vous avez l'occasion d'être la première à en parler, vous allez pouvoir structurer le message. Vous avez plus de chances de contrôler le message. Le message va déjà être là. Ça va on n'a aucun contrôle sur le message, parce que vous rencontrez le journaliste, on passe 1 heure d'entrevue, après il écrit l'article dans le journal,
on n'a aucun contrôle sur ce qui va être écrit. Si vous répétez La seule chose votre qu'on peut message, faire, toujours le même message, de 10 fois différentes, mais ça se résume toujours au même message, il ne pourra pas inventer quelque chose. Ça va être très difficile. Mais bon, j'ai un ami qui avait été ministre. À un moment donné, il reçoit une demande d'interview. Il passe 3 heures avec le journaliste. Il raconte plein de choses. C'était all over the map, l'interview. Bon, ben, le journaliste, lui, il a choisi le moment où il a critiqué son président. Et c'est avec ça qu'il a fait son article. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Il faut décider ce que vous voulez communiquer. Il faut que ça soit très précis, que ça se résume dans une phrase, idéalement, et que ça puisse se présenter de toutes sortes de façons différentes, qui renforcent toujours le message. Mais s'il y a une diversité de sujets, le journaliste va choisir ce qui fait son affaire. Je ne sais pas, ça vaut la peine de prendre le risque. Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être avec la presse scientifique, avec la presse générale, je ne sais pas si ça vaut la peine. Parce que personnellement, je ne sais pas si d'autres personnes ont des expériences, mais des fois, entre le message qu'on essaye de passer, et je suis d'accord qu'en tant que scientifique, on n'a peut-être pas toujours des messages clairs, on a peut-être des fois des messages complexes, mais on n'a aucun contrôle sur ce que le journaliste va écrire après dans la presse. La seule chose qu'on peut faire, c'est répondre. Mais à un moment donné, on ne peut pas rentrer dans cette controverse-là, tout le temps de répondre à ce que... Donc, je ne sais plus quelle est la bonne chose à faire. Et je me demandais justement s'il y avait une différence entre un journaliste scientifique oui, il y a une différence. Et un journaliste plus général. Absolument. Et quand on veut atteindre, on va dire, les politiques, ou je ne devrais pas dire ça parce que je travaille dans un ministère, mais je pense quand même que ce qui fait changer un ministère, c'est quand même l'opinion publique. Donc, est-ce que le journaliste scientifique est le bon média pour atteindre le grand public? Je le sais. C'est l'autre question que je me pose. Non, je suis biaisé, mais ma réponse est oui. Oui. Et à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut privilégier les journalistes scientifiques? Ah ben oui. Oui. Par rapport... À couvrir la science de façon, puis c'est pour ça aussi qu'on a créé la Fédération mondiale des journalistes, pour encourager les journalistes à s'éduquer au niveau scientifique, à être capables de raconter la science, d'avoir une perspective pas juste sensationnaliste, de s'arrêter au détail. Donc, si vous aviez parlé à un journaliste scientifique, il aurait probablement raconté les enjeux de façon différente. Absolument. Je suis convaincue de ça depuis des années. Je fais du journalisme, et le journaliste scientifique est la meilleure personne. Et savoir à qui vous parlez aussi. Est-ce que vous avez choisi votre journaliste? Est-ce que vous saviez qui il était? Comment il publiait? Merci. Et donc on a répondu à cette demande-là. Donc c'était une demande qui venait de l'extérieur, où on nous a donné l'autorisation, parce qu'on est dans un ministère, donc c'est pas toujours, on ne peut pas répondre toujours comme ça. Mais là on a eu l'autorisation, on a rencontré le journaliste, on a passé je pense 1 heure ou 1 heure et quart avec la personne. Puis ce qui a été écrit dans la presse, j'aurais eu beaucoup de démentis à faire, même quand mon nom était cité. Donc ceci dit, c'est pas ce cas-là, c'était pas ma question, c'est pas vraiment ça, c'est plus de dire qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur le message des journalistes. Non. Et je me demandais s'il y avait est-ce qu'on a plutôt intérêt, quand on veut faire passer des messages, de passer vers des journalistes scientifiques qui probablement ont une sensibilité différente par rapport à un journaliste. Madame, c'est pour ça. Moi, je vous dis, prenez l'initiative. Attendez pas qu'un journaliste vous contacte. Parce que quand un journaliste vous contacte, je suis d'accord avec vous, moi, je me suis déjà fait rouler dans la farine. C'était un journaliste du Christian Science Monitor aux États-Unis. On finançait des recherches sur les bananes à Cuba. Moi, je n'avais pas réalisé que ces gens-là étaient extrêmement à droite. Je suis tout fier, je lui raconte comment les Cubains créent des nouvelles variétés qui résistent aux maladies, tout ça. Le Canada, lui, il fait un article, il ridiculise toute cette histoire-là. Les Canadiens, un pays nordique, expert en bananes, qui veut aider les Cubains à produire des bananes. En tout cas, il cherchait uniquement de quoi
ridiculiser mon organisation, ridiculiser le Canada, descendre Cuba, et je lui ai fourni tous les éléments joyeusement. Ah oui, c'était... quand j'ai vu l'article, j'étais absolument... je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis, prenez l'initiative auprès des journalistes scientifiques. Une fois que vous avez déjà créé le même, là, que l'idée circule, qu'elle est déjà là, puis vous l'avez créée comme vous voulez qu'elle soit, vous êtes dans une situation un peu plus avantageuse. Et les journalistes scientifiques, oui. Je peux ajouter, normalement, une organisation comme la vôtre devrait avoir un service de communication et vous devriez, dès que vous êtes contacté par un journaliste pour intervenir dans un média, vous devriez passer par ce service de communication-là, qui, eux, connaissent bien le monde journalistique et devraient vous conseiller sur le message que vous devriez véhiculer auprès des journalistes. Donc, ils devraient aussi assister en entrevue, ils devraient vous assister dans votre relation avec les journalistes et donc vous aider à contrôler votre message. Mais c'est pour ça que vous voulez parler aux journalistes, vraiment, là, il faut faire votre devoir. Là, parce que, bon, moi, j'ai une filleule adorée ici à Québec qui avait un cas qu'elle voulait présenter à la facture. Et je lui ai dit, écoute, la facture, eux autres, ils cherchent des histoires pour créer une émission intéressante. Toi, tu es du matériau brut pour eux, ils vont t'utiliser, il faut que tu aies conscience de ça. Que ça ne sera peut-être pas exactement ce que tu souhaites qui va arriver. Parce qu'eux, ils ont leur objectif. Toi, tu as ton objectif, mais c'est peut-être pas le même. Fais attention, fais bien attention. Donc, excusez-moi. Oui. Donc, ce sera une dernière question. Ouais, en fait, c'est pour enchaîner un peu sur l'histoire que vous avez racontée et ce qui se passe. Donc, quand un journaliste vient voir un scientifique et puis qui lui pose des questions, donc on est vraiment dans cette situation-là, je comprends que c'est pas l'idéal pour le scientifique en réalité cette situation. Comment le scientifique fait pour garder sa neutralité? Parce que par exemple, souvent, en science, nous, on fait une recherche, on a une recherche qui amène des arguments qui alimentent un débat, qui permet à un politique de prendre une décision. Mais c'est pas le scientifique qui prend la décision normalement, en tout cas. Comment on fait pour garder la neutralité? Parce que le journaliste, lui, souvent, par exemple, dans le cas des changements climatiques, on sait déjà un peu à quoi s'attendre. En gros, moi, j'ai des arguments qui vont dire, bah oui, il y a une augmentation du CO2, oui, ça va probablement une hausse de température. J'ai plein d'éléments qui me laissent penser que ça va se produire. Je suis même pas mal certain. J'ai un avis même personnel sur la question. Mais le journaliste, lui, il veut avoir un oui ou un non. Mais moi, c'est pas un oui ou un non que je vais lui donner. Moi, je vais lui dire, ouais, il y a des arguments qui vont dans ce sens-là. Il y a aussi des arguments qui peuvent aller à l'encontre. Donc, comment on fait pour conserver sa neutralité? Est-ce qu'il y a un conseil de communication que vous pouvez nous donner pour garder une espèce de neutralité scientifique dans la situation où le journaliste vient nous chercher? Qui est une situation, je comprends, qui est un petit peu plus délicate en fait pour nous en général. Bon, écoutez, si votre objectif c'est la neutralité, je ne sais pas c'est quoi votre objectif, là. Mais si vous avez découvert quelque chose, si vous avez une recherche qui soutient un point de vue particulier, puis personnellement, vous êtes convaincu que vous êtes sur une bonne piste, c'est certain que le journaliste, il va vous demander, il va essayer de faire le lien entre vos résultats et les décisions gouvernementales. Bon, un exemple, Colombie-Britannique, une chercheuse découvre que qu'il y a un virus chez les saumons sauvages. Le journaliste, automatiquement, c'est certain, il lui demande, est-ce que ça vient des saumons d'élevage? Le scientifique dit, écoutez, je ne le sais pas, moi, tout ce que je peux vous dire, ce virus-là est chez les saumons sauvages. Bon, c'est certain que l'histoire est intéressante dans ce contexte-là, s'il y a eu une contamination à partir des saumons d'élevage, parce que c'est là que les maladies se développent, prennent de l'expansion. Bon. Donc, il faut que vous ayez, que vous soyez prêt à gérer ça. Je ne comprends pas si vous voulez la neutralité. Moi, je n'ai pas l'objectif scientifique, la neutralité. C'est l'avancement des connaissances. C'est quoi? Mais je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille en génétique, par exemple, et cette génétique, normalement, va servir à améliorer des arbres pour avoir une meilleure production.
En revanche, est-ce que je pense que cette production d'arbres améliorés devrait être répandue à la grandeur du Canada ou sur tous les territoires, même sauvages, ainsi de suite? C'est pas ma question. Donc c'est là où il faut que je fasse attention et que je sois capable de rester à ma place. Et c'est là où il faut faire attention que le journaliste ne me fasse pas dire que moi j'ai dit qu'on pouvait mettre ces arbres-là à la grandeur du Canada. C'est pas forcément ça que je pense. Ou peut-être que je le pense, d'ailleurs c'est pas la question. Mais comment je fais? Est-ce qu'il y a ces pièges-là, je les imagine. Ouais. Est-ce qu'ils sont fréquents? Est-ce qu'il y a des façons de repérer et ainsi de suite? Non, c'est parfait. C'est votre exemple. Non, c'est absolument oui. Il y a un risque que les journalistes disent il faudra en planter à la grandeur du Canada. Là, c'est la solution, parce qu'ils seraient tout fiers de faire un article qui est la solution, que vous avez trouvé l'arbre qui va... Bon. Donc, on ne va pas tourner aux journalistes, en fait. Faut pas non, écoutez, je pense que si c'est un journaliste scientifique, il va comprendre que c'est pas un arbre qui va s'adapter à tous les milieux, qui va répondre à tous les besoins. Donc, moi, je vois pas pourquoi. Est-ce que, en fait, quand vous dites je veux être neutre, c'est que vous voulez dire que vous voulez être objectif, vous voulez être purement scientifique, vous voulez pas être comme un vendeur, vous ne voulez pas jouer le rôle du vendeur, de l'avocat. Parce que là, je me suis mis dans le contexte de la situation comme Catherine Péprier, qui a reçu une demande de l'extérieur. Je comprends que quand, dans le cas d'Alexis, qui lui veut carrément réveiller un peu le public sur une problématique, là, lui, il y va, puis lui, il sélectionne son journal, ou son équipe de journalisme, et puis lui, il veut quelque chose, ça, je comprends. Mais quand on reçoit la demande, quand quelqu'un vient nous chercher, c'est là où on n'aura peut-être pas forcément le goût d'aller dans une direction ou dans une autre. Là. Non, ça, quand un journaliste vous contacte, des fois, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent. Là. Vous êtes obligé de les aider à formuler leurs questions. Là. Donc là, je peux en profiter, par contre, pour aller dans un sens qui m'intéresse. Oui. Moi, j'ai un de mes patrons, président du CRDI, lui, il méprisait les journalistes. Lui, il aimait le bon vieux journaliste, l'alcoolo, qui prend des notes, puis qui accepte comme la pure vérité tout ce que tu lui dis, puis qui va mettre ça dans son article. Bon, je pense qu'on a dépassé ce stade-là aujourd'hui. Là. Puis je pense que vous êtes quelqu'un qui est capable de présenter un bon dossier à un journaliste scientifique, s'adresser à son intelligence. Les journalistes scientifiques, nous, on s'adresse à l'intelligence des gens. On prend pour acquis que les gens ne sont pas idiots, qui peuvent comprendre des choses, qui s'intéressent aux choses. Puis il y en a, puis ça finit par avoir un impact à un moment donné. Mais c'est certain qu'il y a une différence entre les journalistes scientifiques et les autres journalistes. Le débat sur les OGM, c'est un bel exemple. Nous, le débat, dans la communauté des journalistes scientifiques, il n'y a plus de débat. Il n'y a personne qui est mort à cause des OGM, il n'y a personne qui est malade à cause des OGM. Mais nos collègues qui ne sont pas journalistes scientifiques, qui sont convaincus que les OGM, c'est une menace et c'est très dangereux. Je simplifie un peu, là, mais... je pense qu'il y avait quelqu'un... Vous semblez faire une différence entre les journalistes scientifiques et non scientifiques. Alors, c'est quoi en termes de formation, mis à part ce cours? Est-ce que aussi penseriez-vous qu'un journaliste scientifique qui a des bases en sciences, ça aide justement à avoir une meilleure communication avec les scientifiques? C'est certain que ça aide. Moi, je recommanderais à quelqu'un qui veut être journaliste scientifique de faire des études en sciences. C'est pas absolument nécessaire. On essaie d'aider nos collègues dans plusieurs pays, puis il y en a un au Canada, mais je pense que ça végète, ça marche pas très fort. Là, on a créé ce qu'on appelle un Science Media Center. C'est une boîte où les journalistes qui doivent couvrir la science, souvent ils sont terrorisés aussi. Hein. Ils savent pas, ils ont peur de vous. Ils ont peur de ne pas comprendre, ils ont peur de se ridiculiser. Donc, dans plusieurs pays, il y a ce qu'on appelle un Science Media Center, où il y a une petite équipe qui trouve des scientifiques qui sont prêts à répondre aux questions d'un journaliste qui ne comprend rien,
qui va prendre le temps. Ils vont produire ce qu'on appelle des petits documents, des briefings sur des questions d'actualité. Ils organisent des webinaires, là, en tout cas via l'Internet, des formations sur des questions. Ça, en principe, ça marche très fort en Angleterre, en Allemagne. Là, il y en a un qui démarre aux États-Unis parce que, oui, ceux qui n'ont pas l'habitude de couvrir, nous on appelle ça un beat, là, un domaine précis. Si tu n'as pas l'habitude de couvrir le domaine scientifique, tout d'un coup tu dois couvrir quelque chose de scientifique, c'est intimidant, c'est difficile. Donc, on essaie de les aider. Nous, on travaille sur... en tout cas, on est en train de... Vous, M. Fortin, il y a les fonds de recherche du Québec qui viennent de lancer le programme Audace. Ils veulent des idées là, qui sortent de l'ordinaire. Bon, nous, on va soumettre un projet jusqu'à 100 000 pour 15 projets, 1,5 million. Oui, bon. C'est chaque année, puis j'ai l'impression qu'ils vont à la pêche. Là. Avec ça, ils veulent identifier des idées prometteuses pour que ça continue à être appuyé. Ah, mais parce qu'il est bon, et ça, vous devriez être fiers. Nous, on est très fiers. On nous demande d'écrire des éditoriaux. Mais il continue à avoir sa chronique dans Québec Science, il continue à faire des articles en tant que journaliste scientifique. Il est toujours très intéressé par le journalisme scientifique, Jean-François. Ça, oui, il n'y a pas de doute, là. Écoutez, je vais être obligé de jouer le rôle du méchant et de mettre fin à cet échange qui est très intéressant. Mais là, malheureusement, il y a moi, je dois aller enseigner bientôt et je sais qu'il y a des collègues là, qui ont déjà dû... Manifestement, je pense qu'on a touché un sujet, je pense qu'il vaudrait la peine éventuellement de revenir sur la table. La bonne nouvelle, c'est que, donc la mauvaise nouvelle, c'est que je dois mettre fin au débat. La bonne nouvelle, c'est grâce à vous, M. Fleury, on sait, si on ne le savait pas déjà, qu'il y a plusieurs ressources à l'université, même ici et dans la région, auxquelles on peut faire affaire si le sujet de la communication de nos résultats, de nos travaux, de nos expertises nous tient à cœur. Alors, je vous invite à en profiter. Je vais faire d'ailleurs une petite communication pour vous annoncer que la semaine prochaine, donc, il y a une autre conférence du CEF qui sera cette fois-ci sous le thème d'un spécial d'année d'études et de recherche. Les faits saillants de 3 professeurs pendant leur année d'études et de recherche, soit Sylvain Jutras qui était ici, Alison Monson et moi-même. Le sous-titre étant mais que font les professeurs durant un an, à part boire du bon vin? Franchement, si les journalistes apprennent ça, on va se faire passer au grill. Mais donc, je vous invite la semaine prochaine à cette présentation tripartite et je vous invite m'accompagner à remercier M. Fleury de sa présentation très intéressante.